Donc j'ai le plaisir de vous emmener aujourd'hui dans un voyage dans le passé pour répondre à une des questions scientifiques qui animent l'humanité depuis la nuit des temps. D'où venons-nous? Sommes-nous seuls dans l'univers? C'est une grande question. On peut y répondre de manière différente. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'étudier les roches qui sont présentes à la surface de notre planète et qui peuvent nous témoigner de ce qui se passait il y a très longtemps dans le passé. Donc, je vous en ai emmené ici un certain nombre d'exemplaires de spécimens emblématiques qui nous racontent vraiment les tout débuts de l'histoire de la vie, à la fois sur les conditions de cette planète, mais aussi quel type d'organismes et s'il y avait des organismes à cette époque. Donc, les mystères de l'UNIL sont aujourd'hui sur la planète Terre, et je pense que vous avez compris qu'on a la chance et l'immense privilège d'être sur une planète qui est complètement unique, et elle est unique parce qu'elle abrite le vivant. Et jusqu'à présent, c'est la seule dans notre système solaire qui abrite autant de formes de vie et de morphologie, aussi différentes. Donc ici, c'est un exemple pas du tout exhaustif et pas du tout représentatif de toutes les formes de vie que peut prendre le vivant sur notre planète. Ça peut aller d'organismes microscopiques à des organismes de plusieurs dizaines, voire de mètres. Vous pouvez avoir tout type de couleur, tout type de morphologie. Et vous voyez bien que quand je vous présente toutes ces photos, il n'y en a pas un de vous qui va se dire qu'un de ces organismes n'est pas quelque chose de vivant, même s'ils ont des formes qui peuvent être particulières, même s'ils peuvent avoir des petites tailles. Intuitivement, on va tous se dire que ce sont des organismes et on peut les étudier et regarder comment est-ce qu'ils vivent. Mais malgré cette intuition qu'on a, la communauté scientifique n'a pas de définition précise de ce qu'est le vivant à l'heure actuelle. Si vous me demandez à moi, ou si vous demandez à un biologiste, ou si vous demandez à un chimiste, on va avoir des définitions qui sont assez différentes et on n'a pas encore de définition ou de théorie unifiée de qu'est-ce qu'est un organisme vivant. Ça, c'est un des premiers problèmes. Quand on veut chercher... quand on veut chercher les traces de vie dans le passé. Donc on va remonter dans le temps ensemble. Ici, c'est la frise des temps géologiques. Donc la planète naît il y a 4,56 milliards d'années. Au tout début, c'est un océan de magma. Ce n'est pas un endroit très habitable. Et puis, quelques dizaines de millions d'années après, il y a la formation de la Lune. Nous, on est ici, à zéro, en train de discuter des origines du vivant. Et on descend de ces hominidés qui ont 2,5 millions d'années. À l'échelle des temps géologiques, c'est très, très court. Et ça, on peut les reconnaître, on trouve ces fossiles dans différents endroits et on peut étudier l'évolution des hominidés. Si on remonte encore plus tôt dans le passé, évidemment, on va s'intéresser aux traces du vivant. Les traces du vivant, ce sont des fossiles. Et les plus emblématiques, c'est évidemment les dinosaures, exactement. Les dinosaures. Et donc les dinosaures, vous en avez tout un tas de formes, de spécimens différents. Nos enfants sont tous incollables sur les dinosaures bien mieux que nous. Après, je ne sais pas pourquoi on oublie, mais en tout cas, quand on est petit, on est souvent très incollable sur quel type de dinosaure, qu'est-ce qu'ils mangent, est-ce qu'il y en a qui portent des plumes ou pas. Là, je vous montre deux exemples qui sont retrouvés dans des roches. Donc un qui est particulièrement bien conservé, on voit bien ses ailes, et puis évidemment un T-Rex qui est un des fossiles les plus emblématiques. Là, on est autour de 150-200 millions d'années dans le passé, et on peut avoir des organismes qui font une dizaine de mètres. Quand vous regardez ces objets, même si c'est des animaux qui n'existent absolument plus maintenant, il n'y a pas de discussion sur savoir si ces organismes étaient vivants à un moment ou non. On peut discuter sur comment ils vivaient et qu'est-ce qu'ils mangeaient et dans quels habitats, mais on ne va pas se dire que c'était des formes inertes comme des roches ou des astéroïdes ou autres. Si on remonte encore plus longtemps dans le passé, là on va aller à 500 millions d'années, on a des fossiles qui deviennent déjà bien plus énigmatiques. Ça, c'est des trilobites, c'est des organismes marins. Vous voyez, ici, il est préservé dans une roche. Déjà, on change d'échelle à la fois temporelle, on passe à 500 millions d'années, un demi-milliard, et on change aussi d'échelle spatiale, parce que d'organismes de plusieurs mètres, on passe à des organismes pluricentimétriques. C'est déjà un peu plus difficile à les retrouver dans les roches.
Et puis, ils sont un peu plus énigmatiques, mais il y a énormément de paléontologues qui vont les étudier et peuvent reconstituer leurs environnements et leurs habitats et comment est-ce qu'ils se déplaçaient. Si on remonte encore plus loin dans le temps, et là c'est en effet une de mes périodes de temps géologiques favorites, ça s'appelle le précambrien. Ça va de 4,5 milliards d'années à 500 millions d'années. Donc c'est la majorité de l'histoire géologique de la planète. Et pendant ce temps, on n'a plus de fossiles solides. On n'a pas de squelette. Ce qu'on va avoir, c'est des cellules. Alors on a de la chance parce qu'il y a des roches, notamment ici, on est au Canada, au nord du Québec. Il y a des îles. Dans ces îles, il y a des roches qui ont plusieurs, cette fois-ci, milliards d'années. On est à 1900 millions d'années, 1,9 milliard. Et dans ces roches, quand on coupe ces roches, qu'on en fait une tranche fine et qu'on l'observe au microscope, on peut observer ces agrégats. Là, c'est des agrégats de carbone, et puis vous voyez qu'on voit des petites des formes qui pourraient ressembler à des cellules. Et en effet, cette roche et ces objets sont interprétés comme étant des cellules extrêmement bien préservées. Donc on a encore changé d'échelle de temps, on est passé aux milliards d'années, et on a complètement changé d'échelle spatiale, parce que là, on est passé au micromètre. Donc on a des objets qui sont entre la taille de votre cheveu ou le fil de l'araignée. Donc on a besoin, pour étudier ces objets, d'équipements différents, de microscopes très bien résolus, notamment, pour pouvoir les observer. On ne peut pas juste aller se promener sur ces îles canadiennes et puis ramasser un morceau de roche et se dire que là, on avait des traces fossiles. Le travail, là, est assez différent. Donc ça, c'est parmi les premières cellules qui sont consensuelles. Je voulais vous montrer ces objets, parce que ces objets, ils ont révolutionné ce qu'on a fait en paléontologie, ce qu'on a appelé la nanopaléontologie. On est toujours au Canada, on est dans une formation qui est emblématique, qui s'appelle la formation de Gunflint, on est au Québec, à 1,8 milliard d'années. Et dans cette formation, on a trouvé ces objets. Ça, c'est deux photos de deux articles scientifiques différents. Le premier, la photo en noir et blanc, c'est un article dans les années 60, qui est le premier à avoir décrit ces objets. Là, vous voyez, on est toujours à la même échelle, hein, c'est toujours de l'ordre du micromètre. On a des objets en carbone, mais on a une grande diversité. On a à la fois des choses qui ressemblent à des cellules, et puis on a des choses qui sont bien plus radiées. Puis on en a qui sont pleines, et puis on en a qui sont plutôt vides. Ça a été observé dans les années 60. Énormément de groupes de recherche de par le monde ont travaillé sur ces objets, et on peut trouver maintenant avec certains instruments que ces objets contiennent des restes de protéines. Donc les protéines étant une molécule biologique par essence, on peut avoir une confirmation que ce sont des organismes qui sont préservés. On ne sait pas exactement quel type d'organisme, qu'est-ce qu'ils mangeaient, dans quel environnement ils vivaient, mais on sait que ce sont des cellules. Et on est à 1,8 milliard d'années. Et c'est cette découverte qui a relancé, ou qui a lancé de manière très systématique l'étude de ces traces, de ces microfossiles dans le passé. Et depuis une décennie, du fait de l'avancée technologique, on a des microscopes qui sont de mieux en mieux résolus, on a des spectromètres de masse qui sont de plus en plus précis, donc on peut étudier plus facilement ces objets. Et là, je vous montre deux exemples, mais il y en a beaucoup d'autres, où on peut trouver des microfossiles. Donc les objets qui ressemblent à des grains de pollen un peu agrégés, ce n'est pas des grains de pollen, c'est ce qu'on appelle des acritarques. Et dans leur nom, en fait, ça veut dire organisme dont on ne connaît pas l'origine. C'est des objets qui font 200 microns, qui sont trouvés dans des roches à 3,2 milliards d'années. Et c'est des objets qui sont en carbone. Il n'y a pas beaucoup de discussion sur le fait que c'est vraisemblablement des formes biologiques. Par contre, on est incapable d'aller plus loin dans la biologie de ces formes-là. On ne sait pas si ce sont des cellules, plusieurs cellules agrégées, quel type d'organisme c'est. Si on remonte encore plus loin dans le passé, dans les photos en noir et blanc et en gris, c'est des photos en microscope électronique à transmission cette fois-ci, donc extrêmement résolues. On est aussi à l'ordre du micromètre. Et on a des objets, vous voyez, qui ressemblent à
des films enroulés sur la figure, ou des films à plat, ou des petits objets, on dirait un peu une bouche là, qui sont que du carbone, qui sont extrêmement bien préservés. C'est des roches qui ont 3,4 milliards d'années. Et ces carbones, ils ont potentiellement, c'est moins clair que dans la formation de Gunflint, mais ils ont des signatures qui s'approchent vraisemblablement de protéines. Ce n'est pas aussi propre, mais on peut quand même dire que ce sont potentiellement des microfossiles. Après, la même question, quand vous voyez ces objets, quel type d'organisme était présent à cette époque, c'est encore une autre question. Et c'est ce qui fait que on sait que pendant le précambrien, on a des premières cellules, mais je ne vais pas vous dire aujourd'hui de quand date la vie. Je n'ai pas la réponse à cette question, et je vais vous expliquer pourquoi. Et on ne connaît pas non plus très bien comment cette vie a évolué. Et donc, c'est une des grandes questions dans la communauté scientifique, de quand date le vivant. Et c'est une question qui est importante parce que si on n'a pas le début, eh bien, comment est-ce qu'on peut imaginer une évolution biologique? Donc là, je vous montre deux exemples. On a beaucoup de théories sur quelle est l'évolution de la vie. On peut avoir des ancêtres communs, mais ces ancêtres communs, si on ne leur met pas de date, ou si on n'est pas tous d'accord sur la date de ces ancêtres communs, du coup, ça crée évidemment des controverses scientifiques, ça crée des hypothèses différentes. Et puis, à droite, vous voyez, on a un arbre de la vie qui est bien plus compliqué. Et ça, c'est une autre théorie aussi, qui est aussi en cours, où on pourrait avoir plein de cellules différentes qui naissent à des moments différents de l'histoire géologique et qui vont évoluer. Certaines vont finir par donner différents types d'organismes tels que nous et moi qui vous parle maintenant, et d'autres peut-être pas. Mais on n'a pas non plus de date sur ces premiers organismes. Alors pourquoi c'est si difficile d'étudier le vivant dans le passé, dans le très grand passé? C'est parce que la morphologie, la forme, c'est ce que je vous ai montré au début, n'est pas une propriété du vivant. Ici, ce que vous voyez dans cette vidéo, c'est un jardin chimique. Si on met des solutions de densités différentes, notamment des solutions salines avec des métaux, vous pouvez faire tout un tas de morphologies. Vous pouvez faire des tubes, vous pouvez faire des bulles, vous pouvez faire des sphères, vous pouvez faire énormément de formes. Et là, si on pousse ces jardins chimiques vraiment dans des conditions particulières, on peut même faire des choses qui ressemblent à des fleurs. Si je vous montre cette photo et que je ne vous dis pas ce que c'est, vous allez vous dire que c'est des fleurs un peu bizarres, mais que ça pourrait être quelque chose de biologique. Ou en tout cas, ça ressemble. On verrait des pétales, on verrait une tige. Mais non, ça, ce sont des précipités chimiques dans un aquarium et qui ont été ensuite colorisés pour donner évidemment faire ressortir cette forme de fleurs. Mais il n'y a absolument aucun organisme biologique qui a été présent dans ces expériences. Donc on sait que la chimie, les réactions chimiques peuvent faire des morphologies très variées. Donc on ne peut pas se baser sur une forme pour dire que c'était quelque chose de biologique. Et c'est ce qui fait que je n'ai pas le temps, et je pourrais vous montrer pendant longtemps pourquoi certains fossiles sont ambigus et pourquoi il y a des controverses scientifiques. C'est un domaine dans lequel il y a énormément de controverses scientifiques. C'est parce que quand on observe une de ces formes, quand on observe un objet dans ces roches qui sont très anciennes, ici vous voyez ce filament noir avec les flèches rouges, donc c'est un filament de matière organique qui peut être interprété comme un fossile de bactéries. On a des bactéries qui font ce type de morphologie. Et puis à droite, la photo B, c'est le précipité chimique reproduit en laboratoire, purement de manière juste en changeant les densités de solution. Et puis en bas, les trois autres exemples, c'est aussi d'autres exemples d'expériences en laboratoire. Donc vous voyez qu'on peut refaire des choses qui ressemblent à des cellules. Et ce qui est compliqué, c'est que toutes ces expériences qui ont été faites, notamment depuis moins d'une dizaine d'années, sont non seulement capables de reproduire la forme, mais sont aussi capables de reproduire la structure et la composition de ces fossiles. Ces objets, ils sont en carbone et ils ont des compositions et des structures qui sont extrêmement similaires à celles qu'on observe dans le passé. Donc, du coup, ni la forme, ni la structure, ni la composition n'est un critère équivoque de forme biologique. Et puis l'autre complication, je vous montre toutes les complications d'abord, c'est qu'on travaille sur des roches qui ont plusieurs milliards d'années. Et notre planète, elle est non seulement vivante, mais elle est aussi géodynamiquement active.
Donc on a une tectonique, en Suisse on est bien placé pour le savoir puisqu'on a ces magnifiques montagnes. Et donc l'histoire géologique, elle complique énormément la recherche de traces de vie. Donc si je reprends mon trilobite il y a 500 millions d'années, là, qui vivait dans son océan, ça c'est une image artistique, à la fin de sa vie, si les conditions sont propices, il va être enfoui dans le sable, ce sable va être transformé en roche, et puis si on a de la chance, qu'on est dans un endroit qui n'est pas trop actif, il va rester comme ça. Mais la majorité du temps, ce n'est pas ça qui arrive aux roches. Les roches, les sédiments, une fois qu'elles sont formées, souvent elles sont enfouies par des processus tectoniques. Et quand on enfouit les roches, on augmente de manière importante la pression, la température, il y a des fluides qui circulent. Et toutes ces conditions vont faire que notre structure en carbone, et quand on a un trilobite, déjà on a un squelette, hein, donc on a une forme qui est déjà rigide, mais elle va se modifier. Et quand ces roches vont ensuite ressortir sous la forme de chaînes de montagnes ou autres, eh ben, il va être beaucoup plus difficile de reconnaître que, initialement, c'était une roche sédimentaire ou un sédiment, et ensuite qu'il y avait un trilobite ou plusieurs trilobites qui vivaient dans cette idée. Donc ça, c'est l'histoire géologique qui complique et qui est en même temps fascinante la recherche de traces de vie. Je vous montre pour les trilobites, si on regarde des bactéries, là, c'est encore un niveau de complexité au-dessus, parce que si je prends ma bactérie à l'heure actuelle vivant dans mon aquarium, elle est composée de carbone, de différents types de molécules, qui vont toutes être biologiques. Il va y avoir de l'ADN, il va y avoir des protéines, des lipides. Et si on fait subir à cette bactérie la même histoire géologique, et bien là, on va perdre énormément d'informations. Parce que le carbone, de ces molécules biologiques, quand on le met en profondeur et sous pression, il va se réorganiser. Et à la fin, il va donner du graphite. C'est vos mines de crayon avec lesquelles on écrit encore de moins en moins, mais quand même encore. Et à l'heure actuelle, ça c'est l'histoire géologique, et la majorité du carbone qui est présent dans ces roches que je vais vous montrer, il est entre les deux dernières. C'est pas du graphite pur, mais c'est du carbone qui est très organisé. Et à l'heure actuelle, on n'a pas de traceur chimique ou autre isotopique qui permet de nous dire si le graphite il est initialement une bactérie d'origine biologique ou s'il est d'un autre processus lors de la formation des fluides de manière hydrothermale ou de produits pétrolifères ou autres. On ne peut pas le dire. On n'a pas encore défini ce traceur de l'origine biologique dans le carbone. Alors on y travaille, peut-être que dans plusieurs années, on en se rapproche, mais c'est compliqué. Et pourquoi c'est compliqué? C'est parce que les processus biologiques, en fait, c'est des processus chimiques. Il n'y a pas de vraie différence entre les processus biologiques et les processus chimiques, et c'est juste la cinétique qui va changer. Et cette cinétique, que vous ayez un organisme biologique ou que vous ne l'ayez pas, souvent, on peut arriver au même résultat selon les conditions. Donc là, vous vous dites, je suis venue à une conférence sur l'origine du vivant, et puis elle va me montrer tout ce qui ne marche pas. Donc oui, sauf qu'on a une chance, c'est que certains de ces microbes, ils font des roches. Donc là, je pense que vous vous dites, je vous ai parlé du vivant, et maintenant je reviens sur des roches qui, notamment, ne doivent pas être vivantes. Eh bien si, il y a certaines de ces roches qui sont exceptionnelles, qu'on appelle des microbialites. Et ces roches, elles sont formées par des micro-organismes. Elles ont été définies au début du siècle dernier. C'est des structures laminées. Je vous en ai amené plusieurs. Ça, c'est une qui existe à l'heure actuelle en Sardaigne, qui fait des formes de chou-fleur. Et elles sont formées par des micro-organismes. Et la chance qu'on a, c'est que ces roches sont formées maintenant, mais existent aussi dans le passé. Alors pourquoi comment ces roches sont formées? Si on coupe, alors celle-ci, elle est vraiment plus ancienne, mais si on va dans le même lac et qu'on observe ces roches, on peut couper à la surface de ces roches. Et ce que vous allez voir, c'est ici. Là, vous avez la roche qui est en blanc en dessous, qui est plus solide. Et puis, vous voyez que vous avez un film, une texture spongieuse qui est au-dessus. Et cette texture spongieuse, c'est des bactéries qui sont organisées en tapis microbiens. Et ces bactéries, c'est elles qui vont pouvoir changer les conditions du lac et permettre la formation de cette roche. Quand on observe ces microbialites vraiment à toute petite échelle, donc si je coupe et que je vais encore à plus grande échelle, là on est encore plus bas que le micromètre, ce qu'on observe, c'est ça.
on observe des bactéries. Vous voyez, c'est ces petits baguettes noires là, sur lesquelles j'ai écrit bactéries, qui font des réseaux avec des molécules entre d'autres bactéries. Puis vous avez des minéraux. Puis des fois, vous avez aussi d'autres organismes comme des diatomées. Et ça, c'est la caractéristique de toutes les microbialites, c'est qu'il y a une interaction à toute petite échelle entre des bactéries qui sont encore vivantes, qui font cette activité, et des minéraux. Donc c'est vraiment une roche qui est quand c'est la microbialite moderne, qui est vraiment à l'interface entre du vivant et de l'inerte. Et si je reviens sur ma coupe, vous vous souvenez de cette structure spongieuse. En fait, cette structure spongieuse, c'est plein de bactéries différentes. C'est comme si elles sont dans un hôtel organisé là, par différentes chambres. Et donc, vous avez le sable ou la roche en dessous. Tout en haut, vous avez cette couche verte. Et là, c'est les bactéries qui font la photosynthèse, qui utilisent la lumière et qui produisent de l'oxygène. En dessous, vous avez cette couche violette, et là, c'est de la photosynthèse, mais pas oxygénique. Elles produisent essentiellement de l'hydrogène. Et puis, tout ce qui est noir, c'est des bactéries qui vont utiliser le soufre. Et quand ces bactéries font ceci, les sous-produits, l'oxygène, le soufre, l'hydrogène, peuvent se recombiner avec le calcium, avec le magnésium, avec les autres éléments qui sont dans ces lacs ou dans ces mers, et vont former ce qu'on appelle des biominéraux. Et si on est capable d'étudier ces minéraux à petite échelle, on peut retrouver dans la structure des minéraux la signature de l'activité de ces microbes. Et donc c'est ce qu'on peut faire. Et grâce aux microbialites, comme elles existent à l'heure actuelle, là je vous montre un exemple à droite dans un aquarium, on en fait pousser notamment à l'université de Lausanne. Vous pouvez voir que c'est des stromatolites en conditions contrôlées, elles sont là extrêmement vertes. Et puis en dessous, vous avez la courbe d'abondance de ces stromatolites au cours des temps géologiques. Donc c'est la même échelle de temps, avec 4,5 milliards d'années à gauche. Enfin, du coup, peut-être l'inverse pour vous. Et vous voyez qu'on en a beaucoup, notamment au Précambrien. Et puis je vous ai montré 2 photos. Je vous ai amené celui-ci, qui est au milieu, qui est un stromatolite d'Afrique du Sud. Je ne sais pas si vous le voyez bien, sinon vous pourrez le voir après. Il a des petits dômes, donc c'est une structure laminée. Cette roche, elle a 2,5 milliards d'années. Et puis, je vous ai amené celui qui est emblématique, qui est rouge, là-bas. Alors lui, il est plus petit. C'est celui de Strehlepool, et il a 3,5 milliards d'années. Donc ces roches, on peut les étudier, et comme on peut étudier leurs analogues dans le présent, eh ben, on peut faire des comparaisons sur quel type d'analyses chimiques sont les plus représentatives d'une signature biologique. Donc maintenant, je vais vous montrer les plus anciennes traces de vie sur Terre qui font consensus scientifique. Il y en a plein d'autres que vous pouvez voir très souvent dans la presse. Chaque année, il y a toujours un nouvel article qu'on a trouvé les plus anciennes traces de vie quelque part, souvent au Canada ou au Groenland. Mais ces traces de vie, une fois le premier article publié, sont souvent extrêmement discutées et débattues dans la communauté scientifique. Celles-ci, elles ont été publiées en 2006, et il n'y a pas de débat sur le fait que cette roche, qui s'appelle Strehlepool, donc on est en Australie, dans l'ouest de l'Australie, sur ce craton-là au bout de la flèche jaune. On a des roches qui ont 3,43 milliards d'années. Vous pouvez voir la photo, la vue aérienne de l'affleurement. L'Australie, c'est bien, il n'y a pas beaucoup de végétation. Les géologues, ils aiment bien quand il n'y a pas beaucoup de végétation parce qu'on peut bien voir les roches. Et vous voyez à l'affleurement ces stromatolites qui font des dômes. Ils sont préservés maintenant, c'est une réserve géologique, vous ne pouvez pas aller les échantillonner. C'est sous protection parce que justement leur attrait a attiré un peu trop de monde et l'échantillonnage n'est pas immense. En tout cas, on a pu les étudier, enfin pas moi, d'autres chercheurs de par le monde, et on peut remonter à l'environnement de formation de ces roches. Et on sait, ça c'est la photo de droite, ça c'est la photo de l'article original. À droite, vous avez les photos des différentes observations sur le terrain. Et à gauche, vous avez les dessins qui sont les reconstructions d'environnement. Ça a été fait par des sédimentologues. Et ils sont capables de vous dire qu'à Strehlepool, il y a 3,43 milliards, on était dans une plateforme carbonatée qui est l'équivalent des Bahamas. Et toutes les différentes morphologies des stromatolites qu'on observe là-bas sont cohérentes avec ce qu'on peut observer aux Bahamas à l'heure actuelle.
Donc c'est pour ça que un des professeurs très renommés sur les microbialites avait écrit cet article qu'il fallait commencer par respecter les stromatolites, puisque ce sont des roches qui sont en effet formées par des micro-organismes. C'est tout à fait vrai, je vous dis, la communauté scientifique s'accorde sur cette hypothèse. Par contre, quand on regarde plus en détail, et donc là je vous ai montré 2 photos de la mince, donc c'est toujours des couches de roche qu'on polit finement pour que ça soit transparent et qu'on puisse observer. Et bien, cette roche, une fois qu'on l'observe vraiment au microscope, c'est beaucoup plus difficile de dire que dedans, les biominéraux ont été formés par des micro-organismes, pour beaucoup de raisons, mais il est assez difficile d'identifier quels microbes sont présents. Donc on s'accorde sur dire que ces roches sont vraisemblablement formées par des micro-organismes, mais on ne sait pas quels étaient ces micro-organismes présents à cette époque-là, pour différentes raisons. Et il y a toujours des recherches qui sont en cours dessus. Pardon, je peux revenir. Allez. Donc maintenant, je vais vous montrer la formation, les fossiles qui sont exceptionnels, sur lesquels il y a un vrai consensus scientifique, mais je ne suis pas très loin dans l'histoire géologique. Là, on est à 2,7 milliards d'années. On est toujours en Australie, on n'est pas très loin de Strehlepool, c'est un craton à l'ouest d'Australie où il y a beaucoup de ces roches très très anciennes et qu'on peut étudier. Et il y a cette formation de Toumbiana, qu'on appelle, qui est très connue pour plein de raisons. On pourrait discuter des heures de cette formation. C'est des stromatolites qui sont extrêmement bien préservés, qui sont extrêmement bien formés. Vous pouvez voir à l'échelle, ça c'est la photo à l'affleurement, vous voyez le marteau du géologue. Vous voyez qu'on peut reconnaître morphologiquement ces structures laminées en forme de chou-fleur. Mais là, la différence de Strehlepool, c'est que si je coupe ma roche et que j'en fais une lame mince, donc transparente aux électrons, vous avez la photo du milieu. Et vous voyez qu'on retrouve vraiment de manière très bien ces structures laminées avec des alternances de couches très sombres qui sont très riches en carbone et de couches là qui sont vertes, mais c'est lié à la luminosité, hein, c'est plutôt blanc, c'est des carbonates qui sont entre les deux. Et puis vous pouvez voir qu'on peut voir différents types de stromatolites. Il y en a un très gros en bas, puis vous avez deux plus petits en haut. Ces stromatolites, ils ont été forés et ils ont fait l'objet d'énormément de projets de thèse et d'études au cours des 20 dernières années maintenant. Et dans ces stromatolites, il y a des biominéraux, il y a des biosignatures. On a même trouvé des globules d'aragonite. C'est la photo que je vous montre ici, qui est toute petite, où on voit ces agrégats noirs. L'agrégat noir, c'est du carbone, mais si on va à encore plus haute résolution, avec un microscope extrêmement bien résolu, on peut trouver des globules d'aragonite associés à cette matière organique. L'aragonite, c'est un carbonate qui n'est pas stable, mais qui est aussi produit par des micro-organismes. Donc le fait de trouver ces globules, c'est une preuve vraisemblablement de l'origine biologique de ces stromatolites. Et puis en dessous, vous avez une photo de la lame mince, et puis à côté du dessin fait par une chercheuse qui a défendu sa thèse l'an passé, qui a étudié toutes ces lamines de manière extrêmement précise. Et puis on peut savoir dans quel type de lamine, quel type de signature on a. Et on peut remonter là vraiment à l'activité biologique des micro-organismes. Donc dans Toumbiana, il y a eu énormément d'études qui montrent qu'on détecte des métabolismes microbiens. Et tout un grand nombre. Il y en a qui utilisent l'azote, il y en a qui utilisent le soufre, il y en a qui utilisent différentes formes de carbone. Et donc l'idée qu'on en a, cette fois-ci, ce n'est pas forcément une plateforme marine comme les Bahamas, c'est plutôt un lac. Et un lac comme ceux qui existent à l'heure actuelle au Mexique. Vous avez l'image ici, qui sont des lacs volcaniques dans lesquels ces formations blanches-là, ce sont aussi des stromatolites qui sont étudiées. Et donc, Toumbiana, ça pourrait être l'équivalent, il y a 2,7 milliards d'années dans le passé, de ces lacs volcaniques avec un grand nombre de diversités de métabolismes microbiens. Mais 2,7 milliards d'années dans le passé, ce n'est pas très loin dans le passé. Par contre, le fait qu'on ait un écosystème à 2,7 milliards d'années,
Ça a des implications extrêmement profondes, notamment s'il y a des activités photosynthétiques, parce que la photosynthèse, c'est un métabolisme qui est extrêmement développé. Donc ça sous-entend qu'on a une origine de la vie qui est extrêmement précoce sur la planète Terre. Et ça, c'est l'objet d'énormément de types de recherches à l'heure actuelle. Essayer de soit étudier des roches qui sont très anciennes, mais comme je vous ai dit, l'histoire géologique complique, d'étudier des lacs, parce que dans certains lacs, on a des chimies qui sont proches de celles qui étaient la chimie de l'océan il y a très très longtemps dans le passé. Et sinon, eh bien, évidemment, la communauté est extrêmement impatiente d'avoir des échantillons martiens, parce que Mars, c'est notre proche voisine. Il y avait de l'eau liquide sur Mars au début de l'histoire. Vous pouvez voir ici, c'est une photo aérienne du cratère G0, dans lequel est le rover Perseverance à l'heure actuelle, et qui essaye d'identifier des traces de vie biologique. Donc on sait que G0 cratère, c'était un lac, il y a 3 milliards d'années. Et la différence, une des différences entre Mars et la Terre, c'est que Mars n'a pas d'activité géodynamique. Donc ce qui était il y a 3 milliards d'années est toujours là. Donc si on a des échantillons qu'on peut ramener dans nos laboratoires et étudier de manière précise, parce que même si les rovers font des travaux fantastiques, leurs caméras ne sont pas extrêmement résolues et leurs spectromètres ne sont pas non plus extrêmement bien. C'est déjà exceptionnel ce qu'ils arrivent à faire, mais on peut faire beaucoup mieux au laboratoire. Et donc, évidemment, on cherche à savoir s'il y avait des microbialites. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, la personne qui a découvert les microbialites de Streley Pool, Abigail Allwood, c'est la scientifique en chef de la mission Persévérance à l'heure actuelle. Et l'idée derrière, qu'ont beaucoup de gens, c'est d'essayer de trouver ces microbialites sur Mars. Alors, pour le moment, on n'a pas la réponse. Moi, je vais passer ma vie scientifique à me faire entendre que dans 10 ans, on aura des échantillons martiens. Donc, peut-être que dans 10 ans, nous aurons encore des échantillons martiens. On espère. Mais on verra bien. Donc, pour conclure, je vous ai pas dit quand est-ce, et je ne sais pas quand est-ce que la vie est apparue sur Terre. Vraisemblablement de manière très précoce, mais on n'a pas d'évidence, on n'a pas de preuve de cette origine de la vie, et aucun scientifique avec qui on peut discuter vous dira telle roche, c'est sûr, ça, c'est les premières cellules qu'on a qui sont présentes sur Terre. C'est vraisemblablement bien plus compliqué que ça, mais c'est ce qui est aussi fascinant, et c'est ce qui est la base de la curiosité et la démarche scientifique. Et là, je suis ici, moi, toute seule, devant vous, comme si je savais tout, mais il faut que vous soyez vraiment conscients que tous ces travaux, c'est des travaux évidemment interdisciplinaires, avec énormément de collaborateurs, ici en Suisse, mais évidemment à l'international, et qu'il n'y a aucune science qui peut se faire sans collaboration scientifique. Et aussi que j'ai eu l'immense privilège d'avoir énormément de jeunes chercheurs et chercheuses qui viennent travailler avec nous, et que j'espère continueront aussi, évidemment, ces recherches dans le futur. Et je vous remercie. Merci beaucoup, c'était fascinant. On a voyagé, on a beaucoup voyagé dans le temps, on se sent beaucoup plus vieux, on se sent humble aussi également. Il y a une première question que je voulais vous poser, et je suis sûr que d'autres personnes aussi. Les échantillons devant vous, 3,5 milliards d'années. Oui. Qu'est-ce que ça fait 3,43. Pour être exactement, oui. Quasiment à l'année près. Oui. Quelle émotion on a quand on tient ça, quand vous arrivez avec vos outils de recherche, vous arrivez avec la vision de la bactérie, du vivant qui est là-dedans. Comment est-ce que nous, on se sent? Comment est-ce que vous vous sentez en tant que chercheuse, en tant qu'être humain aujourd'hui? En tant qu'être humain, c'est une grande question, ça. Non, c'est évidemment fascinant. Après, c'est, je pense, la curiosité des géologues. La spécificité d'étudier les sciences de la Terre, c'est qu'on passe notre temps à changer d'échelle spatiale. On va sur le terrain, on ramasse des échantillons qu'on observe à toute petite échelle dans nos laboratoires et d'échelle de temps. On a l'habitude d'utiliser des milliards d'années, des millions d'années. Donc, je pense, on est plus habitué à ça. Évidemment, ces échantillons de Streley Pool, ils sont quand même absolument exceptionnels. Mais ça pose des grandes questions, parce que pourquoi ceux-ci et pas ceux d'à côté? Est-ce qu'ils sont représentatifs de tout ce qu'on connaît? Là, si vous disiez j'étudie les lacs suisses, c'est je trouve ça fascinant, parce qu'on va dans un lac suisse, et puis celui à côté de 200 mètres, il est complètement différent. Si on préserve dans l'histoire géologique un des deux,
On ne saura jamais qu'à côté, il y avait un lac complètement différent. Donc ça pose énormément de questions, mais c'est ce qui fait avancer la démarche scientifique. Ces bactéries, on peut s'en approcher le plus près possible. On essaye de retrouver leur traces, vous disiez, la façon dont elles ont formé ces roches. On arrive un peu à les identifier quand même. Vous étiez assez pessimiste au début, ils ont finalement, ils disparaissent quasiment tous, que tout disparaît, tout se transforme finalement en mine de crayon. C'est pas forcément très optimiste pour nous, à l'époque à laquelle on vit. Mais cela dit en passant, toutes ces bactéries n'ont pas disparu. Vous arrivez quand même plus ou moins à savoir qui était quoi. Non, elles ont toutes, enfin celles qui sont là, elles ont toutes disparu. Mais on peut imaginer quel type d'activité elles avaient. Là, à l'heure actuelle, on a plein de bactéries qui font des activités particulières. Ça, c'est pas mon domaine, hein, c'est le domaine des microbiologistes. Mais on peut les étudier en laboratoire et puis elles vont former certains minéraux dans certaines conditions. Donc si on retrouve ces minéraux, on peut se dire, ah bah tiens, ça, c'est des minéraux un peu typiques de telle activité microbienne. Mais elles ont disparu et c'est une des grandes questions. C'est aussi de savoir si est-ce que celles... On parle de la photosynthèse, évidemment, ça c'est aussi une autre grande question, mais est-ce que les organismes photosynthétiques qu'on étudie maintenant sont similaires à ceux qui étaient dans le passé, ou est-ce qu'on pouvait avoir des T-Rex de la photosynthèse qu'on n'a pas observés? C'est une des questions. Ces premières bactéries, on a approché un tout petit peu le contexte dans lequel elles évoluaient. Vous disiez que c'est aussi un domaine qui est très controversé, mais est-ce qu'on a plus ou moins une idée de l'environnement qui était le leur? Est-ce qu'elles étaient plus heureuses que nous? Est-ce que l'environnement était plus agréable? Alors, je poserai la question aux microbialistes du laboratoire s'ils sont heureux dans leur aquarium, je ne sais pas. Ça, c'est une grande question. On peut remonter à l'environnement, oui. On arrive à définir si certains de ces endroits sont des lacs, on arrive à définir si certains de ces endroits sont des mers, si on était profond, peu profond, quelles étaient les conditions de l'atmosphère, la température. Ça, on a des outils chimiques et surtout isotopiques qui nous permettent de reconstituer ça. Après, on n'est pas extrêmement précis, hein. Mais on peut avoir des idées, oui. Il faisait chaud. Il faisait chaud, il y a eu aussi des glaciations. Non, c'est pareil que notre planète à l'heure actuelle, c'est très divers. Il faisait vraisemblablement un peu plus chaud, oui, à certaines époques, ça c'est sûr, surtout au début de l'histoire de la Terre. Mais justement, on n'a pas la résolution pour voir si c'est resté longtemps chaud ou pas. Très bien, l'avenir nous le dira. Est-ce qu'il y a déjà des questions dans la salle, des gens? Oh, mon Dieu, plein de mains qui se lèvent. Dans quelle direction on va partir? Il y a un petit garçon là qui a une question, je vois qu'il trépigne depuis un petit moment. Juste là devant. Pardon. En fait, est-ce que des fois vous croisez des os de dinosaures sous l'eau? Sous l'eau, non. Non, en fait, les endroits où il y a des os de dinosaures, c'est dans des roches qui ont plusieurs centaines de millions d'années, donc c'est très vieux. Mais du coup, c'est pas, j'aurais dû expliquer ça, c'est pas les mêmes endroits où moi je travaille. Moi, je travaille sur des roches qui ont plusieurs milliards d'années, et ça, il y a assez peu d'endroits qui sont préservés. Il y en a pas en Suisse, c'est en Afrique du Sud, au Groenland, au Canada. Et comme c'est des roches qui ont plusieurs milliards d'années, il n'y avait pas encore de dinosaures à cette époque-là. Donc on les trouve pas aux mêmes endroits. Mais il y a des endroits où il y a des os de dinosaures, oui. Il faut continuer à dire que les stromatolites sont des fossiles qui méritent le respect, tout autant que les dinosaures. Il y avait d'autres questions, je crois? Merci. Oui, j'aimerais. Est-ce que vous pourriez relier ce que vous avez dit à ce mandat que vous avez reçu justement d'étudier une astéroïde? Ah oui. Non, alors le relier. Je peux vous montrer l'image. En fait, c'est parce que ce que je vous ai pas dit, parce que je voulais pas vous ennuyer un peu. Si je pars dans mes isotopes. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Mes enfants, ils m'ont dit « Non, maman, tu ne peux pas parler d'isotopes. » Donc, j'ai décidé que je ne parlais pas d'isotopes. Mais en effet, ce que j'utilise, c'est le soufre, qui est une molécule incroyable et qui est utilisée par des bactéries, mais qui est aussi utilisée dans les processus atmosphériques.
et qui est très présente dans cet astéroïde. Donc là, je vous montre en première des images, des cartographiques chimiques de ces poussières d'astéroïdes qu'on a reçues de l'agence japonaise il y a un peu moins d'1 an. Et le projet de recherche, c'est d'étudier, alors je ne sais pas si vous les voyez bien, enfin si, c'est ces petits minéraux. Donc là, vous avez la carte du soufre, donc c'est tous les minéraux qui portent le soufre, et à côté, vous avez la carte du fer. Et donc les minéraux qui s'allument dans les deux couleurs, c'est des sulfures, et c'est ça qu'on va étudier. Et là, ce n'est pas pour trouver l'origine biologique, c'est pour remonter aux compositions initiales du soufre de l'atmosphère, parce que le soufre peut aussi avoir des processus différents. Donc c'est pas du tout relié à c'est relié à la grande question des origines, mais pas du tout à l'origine du vivant. Qu'est-ce que vous pensez des Américains créationnistes qui s'en tiennent à une lecture littérale de la Bible et qui croient dur comme fer que notre monde a été créé il y a 3600 ans? Alors, je pense que... Les discussions sont sympathiques. Oui, c'est toujours des discussions intéressantes. J'ai enseigné aux États-Unis, donc j'ai eu plusieurs fois ce type de questions. C'est pas du tout... Enfin, le domaine des croyances et la démarche scientifique sont deux choses complètement différentes. Et on peut croire ce qu'on veut. Moi, je peux vous dire que la datation de cette roche, elle est de 3,43 milliards d'années. On a mesuré Ryukyu ou d'autres météorites à 4,56 milliards d'années. Et ça, c'est la physique et la chimie qui vous le dit. C'est pas possible que ces roches aient 3,6 000 ans. Donc ce sont des faits scientifiques, ces âges. Oui, juste avant d'aller chez Madame, on était sur les astéroïdes, sur l'origine de la vie. Est-ce que vous pensez que l'ancêtre, disons, de ces premières bactéries sur lesquelles vous travaillez pourrait également venir d'ailleurs? Ou est-ce que c'est une production autochtone? Non, c'est la grande théorie de la panspermie. Une des découvertes majeures, enfin parmi les découvertes majeures des retours d'échantillons de Ryukyu, c'est le fait qu'il contient énormément d'acides aminés. Donc on n'a pas trouvé d'organismes, faut être clair, mais on trouve toutes les briques qui sont nécessaires aux vivants dans ces astéroïdes. Après, je ne pense pas qu'il y ait des micro-organismes. Déjà, ils ne peuvent pas survivre à des chutes d'astéroïdes. Mais c'est possible qu'une partie des briques du vivant qui soient nécessaires à notre fonctionnement viennent de ces premiers météorites et astéroïdes, oui. Merci. Merci beaucoup pour la présentation. Je voulais vous demander, vous aviez mentionné que c'était attendu justement de comprendre la signature biologique derrière le graphite. Quelles sont les 2 ou 3, disons, découvertes que vous attendez personnellement dans votre domaine d'ici peu, ou enfin, si on peut le dire comme ça? Alors, pour le carbone, on a maintenant accès à des outils qui sont extrêmement résolus. On peut mesurer les compositions isotopiques de chaque carbone dans des molécules. Donc, il y a beaucoup d'applications biologiques. Il commence à y avoir des applications sur ces roches très anciennes. C'est des projets de recherche, notamment en collaboration avec l'ETH là-dessus. Donc ça, je pense que c'est assez prometteur pour identifier dans certaines de ces molécules, notamment biologiques, si elles ont des signatures différentes. Après, je pense que sur le soufre, il y a beaucoup de groupes qui travaillent à l'heure actuelle et notre compréhension du cycle du soufre est en train de changer de manière assez importante. Alors, c'est difficile, enfin, ça ne va pas forcément vous parler, mais les théories qu'on avait sur comment le soufre est cyclé dans l'atmosphère au début de l'histoire de la Terre, c'est des théories qui sont en train d'être assez modifiées. Mais après, c'est le principe, enfin, je pense tout change tout le temps selon les avancées technologiques, selon la découverte des nouveaux échantillons. Ces échantillons-là que je vous montre ici, je pense que ça n'a pas été assez vulgarisé, mais c'est en train de faire une grosse révolution dans comment est-ce qu'on comprend la formation des planètes, dans les premiers instants du système solaire. C'est d'avoir ces objets, ces astéroïdes qui ne sont pas passés dans l'atmosphère. Et leur étude, ça a vraiment modifié grandement
beaucoup de théories sur la formation de ces objets, oui. Merci beaucoup. Je crois qu'on arrive au bout. Malheureusement, je suis désolé pour les questions qui restent. On essaiera d'y répondre à côté, si vous le voulez bien. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous remercie beaucoup pour cet exposé passionnant. La recherche se poursuit et les prochaines avancées viendront certainement de Lausanne. Je vous remercie déjà d'avance.